Tadam! Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je voulais vous parler un peu de quelques éléments du film Black Panther. Si vous habitez sur une roche et que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que Black Panther, c'est un film américain de Hollywood qui vient de sortir de la collection de Marvel, la production de Marvel, qui est basée sur une bande dessinée. Donc moi, les éléments que je vais partager aujourd'hui, ce ne sont pas du tout des éléments qui ont à faire avec la bande dessinée. Je n'ai pas lu la bande dessinée, je ne connais pas l'historique de la bande dessinée. J'ai pas fait de recherche poussée que ça, je ne suis pas une fan de Marvel et tout ça. Je pense que j'ai regardé quelques films de Superman comme tout le monde, un peu ici par là. Mais je suis pas vraiment, c'est pas un univers où je m'entraîne. J'ai été voir ce film parce qu'il y avait, c'est comme un film qui vient de sortir et qui m'intéressait. Comme je fais pour le voir d'autres films aussi, et parce qu'il y a des éléments dans ce film qui touchent aussi ce que je discute sur cette chaîne, et que je pensais qu'il serait utile à certaines personnes qui regardent mes vidéos. Je ne vais pas aller tout en profondeur, je vais vous partager avec quelques éléments qui sont là. Et donc les aspects du film de Black Panther que je voulais partager avec vous sont les aspects vraiment qui touchent aux éléments que je partage sur ma chaîne. Je partage avec vous, bien sûr, j'ai eu l'occasion de discuter un peu de ça avec les personnes de mon groupe et certains des étudiants qui sont avec moi pour une discussion beaucoup plus approfondie. Mais ici, je voulais vous donner quand même un peu quelques thèmes. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseillerais alors de peut-être regarder cette vidéo un peu plus tard parce que je vais devoir parler de certaines scènes du film. Si ça ne vous dérange pas, donc vous pouvez continuer à regarder. Mais sinon, si vous voulez garder la surprise pour aller voir tout d'abord ou faire votre propre idée avant de venir écouter les petits points que je soulève, libre à vous de le faire maintenant. Donc, les premiers points que je vais parler, c'est que je parle sur ma chaîne aussi, sont les totems africains. Donc, on discute pas mal, j'ai une série de vidéos là-dessus. Je vais peut-être relier quelques vidéos à celle-ci pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mais essentiellement, on nous montre 3 totems de façon visible dans le film. Le premier, c'est vraiment le totem de la panthère noire, qui est Black Panther. Et c'est un totem qui n'est pas relié à un individu, mais qui est relié à une position, à un titre, à la personne qui est assise sur le trône, la personne qui a été intronisée. D'où, justement, il n'y a que cette personne-là qui peut porter l'habit de Black Panther, le costume. On voit aussi à l'entrée de Wakanda, il y a un endroit, il montre un visuel de l'entrée où la tête d'une panthère est en fait sculptée dans la roche. Donc on a ce symbolisme-là. Et puis il faut se rappeler aussi que Wakanda, c'est un endroit, une nation fictive, mais qui regroupe 5 différentes tribus, si je me rappelle bien, parce que je ne suis pas une fan de la bande dessinée. 5 tribus, et puis lors du moment de leur unification, une des tribus a décidé de ne pas être sous l'égide du roi et est partie se mettre dans les montagnes. Dans la montagne, c'est les Jabaris. Mais néanmoins, ils adhèrent aux politiques externes et étrangères de Wakanda. C'est-à-dire qu'ils ne font pas entrer les étrangers, ils ne vont pas vendre leur vibranium ailleurs, etc. etc. Et donc, le premier, c'est que la panthère n'est pas le totem de tout Wakanda, c'est vraiment celui individuel, personnel du roi ou de la personne qui est intronisée comme roi. Et on voit qu'il n'y a pas de relation directe entre les gens de Wakanda, le citoyen moyen, et le totem de la panthère. Et c'est ça un peu que je voulais un peu soulever, parce que souvent les gens me disent « Oh, moi je sais pas c'est quoi mon totem ». Mais peut-être que tu n'en as pas de totem. C'est pas tout le monde qui doit en avoir. Et c'est aussi parfois cette idée de rechercher des choses qui ne sont pas pour vous ou qui ne sont pas vôtres juste parce que vous pensez que ça vous diminue de ne pas en avoir. Alors que vous ne pensez pas aussi aux responsabilités qui viennent avec. Donc, c'est ça. C'est pas tout le monde à Wakanda qui a un totem. On a que le roi, lui, a la panthère noire. Après, le deuxième totem qui est montré, qui est parlé, c'est celui du peuple des Jabaris. Et eux, c'est le gorille. Et on voit aussi, similaire à la panthère, on voit une tête de gorille qui a été sculptée sur le côté de la montagne pour marquer non seulement le territoire, mais aussi pour marquer c'était quoi l'emblème, le protecteur. Et puis ça, c'est vraiment relié aussi à la réalité parce que les gorilles peuvent aussi vivre dans des environnements un peu plus froids comme les montagnes, etc.
Et on voit aussi que dans ce peuple-là, les Jebari, par rapport à leur totem qui est le gorille, on voit qu'ils ont certaines de ces caractéristiques physiques. Ils sont forts et grands. Et on voit aussi dans leur style de combat que c'est vraiment on peut y voir un peu les traits du gorille qui frappe très fort et qui a une puissance de frappe. Il y a une scène aussi où on voit un peu plus avec le son du gorille qu'ils vont faire et comment ça s'inclut un peu dans leur tradition, dans leur manière d'être. Donc c'est vraiment une affiliation qu'on voit que ça c'est le gorille. Le totem du gorille est un totem de clan, pardon. Et c'est un totem de clan parce qu'on le voit par exemple que les soldats lorsqu'ils vont sur le champ de bataille ont le même style de combat. On retrouve les caractéristiques du gorille et les soldats sont majoritairement des hommes. En tout cas dans cette tribu-là, on a vu que des hommes qui ont été montrés dans la tribu des Jebari. Le troisième totem qui est montré, c'est celui des rhinocéros, où on a le peuple qui est dirigé par Wakabi, et où ils sont sur la scène de combat, où il arrive monté sur un rhinocéros. Et ça, c'est probablement le totem qui est le plus, où on nous montre la relation la plus symbiotique possible, où justement le totem sait ce que toi tu penses, tu sais ce qu'il pense, c'est où tu en tiens. Donc on s'en va en guerre, donc les totems vont venir aussi pour protéger les gens, parce qu'ils sont des alliés, et ils vont défendre et protéger leurs associés, leurs alliés. Et donc là, on voit que quand il décide de charger sur sa copine, qui est Okoye, la chef des gardes du roi, bien que le rhinocéros charge, il s'arrête. Il s'arrête non pas parce que c'est une femme, il s'arrête non pas parce que d'une manière spécifique elle est plus extraordinaire que d'autres, non. Il s'arrête parce qu'il sait que son maître est amoureux d'elle en fait. C'est pour ça qu'il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il la reconnaît, il reconnaît sa vibration, il s'arrête et il lui montre en lui léchant le visage. Et en sachant très bien que lui, c'est pas vraiment ce que Wakabi veut. Donc c'est ce côté symbiotique de ce que, par exemple, si même Wakabi était en doute, son totem lui reflète justement c'est quoi son émotion, c'est quoi son état interne réel. Et donc c'est un peu comme pour lui dire on va vraiment pas lui faire du mal. C'est pas ce que tu veux faire. Et donc lui il s'arrête et il descend et finalement il se plie et on voit un peu cette confrontation entre Okoye et lui où il lui dit est-ce que tu es prête, tu serais prête à faire tout pour ça justement, et elle disait oui, elle est prête à le tuer lui s'il le faut pour préserver sa loyauté au trône. Et donc là on a vraiment le côté symbiotique du totem qui apprend, qui révèle même à l'autre. L'autre élément de spiritualité qui est maintenant un aspect que je dois admettre, c'est que c'est un des rares films où on n'a pas justement cette espèce de connotation de voodoo, de magie noire ou de je sais pas trop quoi avec la spiritualité africaine, où tout est un peu un ramassis de choses négatives par rapport à la spiritualité africaine. Là, on a un aperçu qui est différent où on ne voit pas de choses sataniques, on ne voit pas d'incantation du diable ou de démons ou de quoi que ce soit. On voit tout simplement lui la cérémonie d'intronisation où T'Challa et l'autre et Killmonger vont aller rejoindre les ancêtres en s'endormant en allant dans le monde des rêves. Moi, c'est comme ça que je vais vous le présenter. On a un monde des rêves pour voir les ancêtres. Et on voit que c'est malheureusement, bon, l'échange, c'est que oui, ça va pas être trop négatif, mais on voit qu'on le fait en buvant une espèce de plante. C'est un peu pour dire qu'on a besoin d'un véhicule. Presque, j'ai vu des interprétations qui disaient que c'est comme prendre des champignons hallucinogènes ou de l'ayahuasca ou une substance qui va te permettre de rejoindre les ancêtres, alors que c'est pas du tout nécessité pour le faire. Mais bon, le film montre ça. Et donc ça, on a 3 scènes où on voit que le personnage va voir les ancêtres. Le premier, c'est quand T'Challa en fait est intronisé et puis on lui fait boire la plante. Il se retrouve après dans le monde des ancêtres où il voit son père et les autres ancêtres en Afrique, sur le territoire de Wakanda. Et il leur parle, ils échangent, et il revient après dans la réalité avec
l'information qu'on lui a donnée. Il n'y avait ni ordre, il n'y avait ni... on n'a pas forcé à faire quoi que ce soit, on n'a pas forcé à écouter quoi que ce soit. Il est parti chercher une information dont il va utiliser pour prendre sa propre décision et décider ce qu'il va faire. Et donc, donc ça va peut-être un peu en différenciation de certaines façons dont on montre les ancêtres, où parfois les gens vont dire que oh, ils te forcent à faire quelque chose, oh, ils manipulent ta vie, oh, toutes sortes d'affaires qui, pour moi, je pense que cet aspect-là est beaucoup plus représentatif de ma vision. On te dit non, les ancêtres sont là pour te guider, pour t'aider, pour t'enseigner, ils sont pas là pour te forcer à faire certaines choses parce que toi, tu as ta propre volonté de ce que tu veux faire. C'est toi qui décides ce que tu veux faire. La deuxième scène avec les ancêtres, c'est celui où on voit Killmonger après son intronisation, qui va lui aussi dans le règne des ancêtres. Et là, on voit clairement qu'il n'est pas en Afrique, il est redirigé en Amérique du Nord, où il n'y a pas d'autres ancêtres, il y a juste son père. Et puis, il a un échange assez sec avec son père, assez sec et assez très, très terre-à-terre et réaliste, où on voit qu'en fait ils sont isolés, lui et son père sont isolés dans cet endroit-là. Ils ne se retrouvent pas en fait avec les autres ancêtres qui sont en Afrique ou avec les autres lignées de Wakanda qui pourraient être justement son père, son frère, sa mère et ses grands-parents, etc. Et ça vient un peu à ce que je disais, parfois il y a par exemple des noms que si tu fais quelque chose de vraiment mauvais, on peut bannir ton nom et ne plus donner ton nom à d'autres enfants, etc. On peut t'isoler en fait d'une certaine manière parce que personne ne pensera à toi, ton nom ne sera plus parlé. Et je pense que ça s'est un peu reflété par le fait justement que le père de Killmonger a trahi la nation de Wakanda et a été en fait exilé et puis tué dans le film. Et que Killmonger est en fait un dommage collatéral à tout ça. Qui aurait pu être évité, comme le dit T'Challa, en tout simplement en ramenant l'enfant à Wakanda et en l'élevant là-bas, avec les coutumes et les mœurs, en lui faisant bénéficier de tout ce que Wakanda a à offrir. Ça aurait peut-être évité qu'il y ait un Killmonger, justement, et on n'aurait pas eu d'histoire, malheureusement. Et puis la dernière scène avec les ancêtres, c'est lorsque T'Challa est ressuscité, comment dire, lorsqu'on s'occupe de lui, lorsqu'il était vraiment mal en point, et on s'occupe de le ramener, de le soigner, chez les Jabari. Et donc là encore, il se retrouve avec les ancêtres, il voit son père, mais il voit aussi les autres ancêtres, il leur parle, et puis il décide ce que lui va décider. Il n'est pas obligé de suivre les consignes qui lui sont données. Il peut voir les indicateurs, mais c'est à lui de faire un choix. Il décide le choix de revenir et d'arranger les choses. Donc c'est pour dire justement l'attitude qu'on a à faire. On n'est pas obligé de suivre ce qu'on nous dit, on a la décision ultime parce que au final ça n'engage que lui. Sa legacy et les actes qu'il va poser engagent ses décisions à lui. Il faut que lui il prenne ces décisions-là en connaissance de cause. On voit aussi qu'il est parti et il a reproché à son père justement les erreurs que son père a fait qui ont fait maintenant que le royaume est en péril et que lui il a décidé de partir maintenant pour essayer d'arranger les choses. Donc ça c'est un peu le gros sur les éléments sur les ancêtres qui sont montrés dans le film. Après il y avait la notion de l'air, de la plante que moi j'ai trouvé, mon fils m'a fait une notion en me disant que ça ressemblait au bissap, la fleur d'hibiscus ou de sorel, dépendamment de où on va, de que ça appelait. Parce que c'était une fleur qui est violette et en fait il fallait la rendre liquide puis la boire. Donc c'est un peu pour moi ça fait un peu un appel qui est un peu similaire à ce qui se passait dans l'Avatar, dans le sens où il y avait aussi quelque chose à boire et puis il y avait aussi différentes tribus ensemble sous une seule effigie. L'autre point que j'avais qui était intéressant était aussi que pendant cette cérémonie de l'intronisation où ils vont voir les ancêtres, on a les deux qui sont faites dans le royaume, pour le roi en fait de Wakanda, sont faites avec de la terre rouge. Et j'ai fait une vidéo sur la terre rouge, justement la symbolique derrière la terre rouge. Une terre rouge qu'on retrouve beaucoup au Cameroun dans plein de villages, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, en Amérique latine, en Inde, dans les Caraïbes, aux États-Unis dans certains endroits, notamment en Louisiane.
et où les utilisations c'est un peu similaire. On retrouve des similarités de comment les gens utilisent cette terre-là spécifiquement par rapport à d'autres terres. Et donc j'ai fait une vidéo en anglais, j'essaierai de la relier pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, qui parlent là-dedans. Et puis, quand je souligne toujours l'écologie de la spiritualité et de la culture africaine, c'est qu'elle n'est pas la même en fonction de l'environnement où on est. Donc c'est pas comme toutes les autres religions où on placarde le même dogme, peu importe où on est, c'est applicable et on continue à faire la même chose. La spiritualité africaine, c'est vraiment morphée, va être différente en fonction de où vous êtes. Et c'est pour ça que l'environnement va maintenant avoir un impact. C'est pour ça qu'on peut avoir justement différentes ethnies sur le même territoire qui vont avoir une expérience différente parce que l'environnement n'est pas tout à fait le même où est-ce qu'elles sont. Et aussi ça va les pousser justement à maîtriser cet environnement-là. Donc on voit par exemple que avec les procédés d'utiliser la terre rouge pour le roi lorsqu'il est à Wakanda, c'est différent lorsqu'ils arrivent chez les Jibari qui sont dans la montagne, il n'y a pas de terre rouge. Donc là ils se sont pas dit il faut qu'on court vite retourner chercher de la terre rouge. Non, ils ont dit on va se faire avec les moyens du bord, avec des éléments qui sont là dans l'environnement. Puis ils ont utilisé la neige. Donc c'est pour montrer justement à quel point la spécificité qui est là, c'est pas que ça va pas marcher, ça va être différent bien sûr, mais le réflexe n'est pas d'aller ramener quelque chose d'ailleurs, c'est de faire avec ce qu'on a ici dans l'environnement. Donc je pensais que c'était un point assez intéressant, et puis je relirai ma vidéo sur l'écologie de la spiritualité et de la culture africaine quelque part. Un autre élément qui était intéressant, c'était la référence, lorsqu'on regarde un peu le début de l'histoire et on nous montre un peu où est-ce que Wakanda est situé un peu à côté du Congo, RDC, Uganda, Rwanda, dans cette région-là, qui est en fait une région où en ce moment il y a énormément de conflits par rapport aux ressources minières. Sur la carte, on ne sait pas vraiment, on sait que c'est un pays, un endroit fictif, d'accord, mais on sait que c'est en Afrique centrale de l'Est, vers l'Est. Par contre, le seul pays qui est mentionné de nom est le Nigeria. Le seul pays africain qui est mentionné de nom et où les choses se passent est le Nigeria. Et je pensais que c'était un peu une référence assez maladroite, dans le sens où c'était l'occasion de montrer que oui, à part cet endroit fictif qui est Wakanda, le Nigeria est quand même un des pays en Afrique où économiquement dont l'essor économique est assez en plein enclin. C'était une opportunité en fait pour montrer que cet essor-là était vraiment, on vaut vraiment la peine, pour montrer que justement c'est une question de représentation qui était l'opportunité de dire que non, pas tous les pays sont pauvres autour de Wakanda. On a le Nigeria qui est quand même une puissance, ou d'en faire une puissance dans ce monde fictif là. Par contre, malheureusement, ils ont choisi, pour moi, c'était une référence assez maladroite à Boko Haram et à tout un peu le scandale qui a éclaboussé le Nigeria à ce moment-là, alors que, justement, au moment où ça se passait de Boko Haram, le Nigeria était devenu la première puissance économique de l'Afrique, en dépassant l'Afrique subsaharienne, en dépassant l'Afrique du Sud. Et donc la mission où Nakia s'en va et qu'elle fait, elle va sauver des enfants kidnappés, des petites filles, mais aussi un garçon. Pour moi, c'est une référence directe à Boko Haram. J'ai un peu apprécié le fait qu'ils ont rajouté un seul garçon pour pas en faire toute une panoplie sur le genre et de rendre ça, donner une connotation sexiste à tout ça. Mais j'aurais préféré que la référence au Nigeria soit une référence beaucoup plus positive. Je pense qu'en termes de spiritualité africaine, ces quelques éléments-là que je vais vous laisser. Le dernier élément que j'allais discuter, c'était simplement la représentation des femmes, la féminité dans le film. Je pense que on peut être très contente de voir justement un certain nombre d'actrices qui sont des femmes, qui jouent différents rôles. Je pense qu'on avait la sœur Souris, qui était une scientifique, jeune, optimiste, très créative, et puis qui faisait des choses innovateurs. Ensuite, on avait la mère de T'Challa, qui était la reine. Et puis ensuite, on a Okoye, qui est la chef des gardes du roi.
Et on a Nakia qui est la princesse de l'une des tribus, qui est aussi dans l'espionnage, qui fait des missions. Donc on a ces 4 femmes qui sont dans le film des femmes africaines, et qui représentent en fait la femme africaine dans le film. Donc très très bien, les actrices ont fait un job magnifique. Les images, les costumes, tout était vraiment magnifique. Moi je dirais peut-être que ce qui m'a laissé sur ma faim, c'était justement qu'il n'y avait pas de femme qui représentait en fait la féminité, la douceur là-dedans, et c'était dommage. Même avec Nakia aurait pu donner cet élément-là avec T'Challa, en la mettant un peu plus féminine, un peu plus douce. Et on le voit un tout petit peu lorsqu'elle pense qu'il est mort, on voit qu'elle commence un peu à s'ouvrir, mais pour la plupart du temps, toutes les femmes que j'ai mentionnées, c'est des femmes qui sont toutes dans leur carrière, et qui sont seules pour la plupart. Donc, seules, je dirais, qui ne sont pas mariées, si on veut. La reine-mère, elle perd son mari au début du film, quand il est tué. Souris et célibataire, il n'y a pas d'intérêt amoureux ou quoi que ce soit, et puis elle a plein assez jeune de toute manière. Okoye, elle n'est pas mariée, mais dans le film, il est assez clair qu'elle mettrait sa carrière et sa loyauté au trône au-dessus de son mariage, et potentiellement de sa famille. Et puis on a Nakia qui dit à T'Challa que en fait lui, s'il se comporte pas exactement comme elle veut, ou s'il change pas les politiques de Wakanda, très peu de chance à ce que elle l'épouse, ou elle soit intéressée à l'épouser dans le futur. Et on sait déjà dans l'histoire qu'ils étaient auparavant ensemble. Donc c'est un peu 4 femmes, mais 4 femmes seules, bien tournées vers leur carrière, éblouissantes dans leur carrière, mais sans ce côté un peu famille, si on veut. D'autres choses qui peuvent être soulignées, c'est que c'est censé être une famille typique africaine, royale, oui, et pourtant il n'y a que 2 enfants. Vraiment atypique. Le dernier élément aussi, c'est parce qu'on s'était soulevé qu'il y a une afro-américaine dans le film, la petite amie de Killmonger, et elle aussi, elle se fait tuer vers le moitié début du film par Killmonger, et c'était probablement la seule femme qui était un peu plus tournée vers cette relation amoureuse, et qui se fait tuer par l'homme qu'elle aime. Donc si on met ça un peu tout ça ensemble, ça veut dire que ça nous donne une vision assez restreinte de la femme dans ce film-là. Bien sûr, on ne peut pas tout avoir, on a au moins la représentation, on a des imagés, on a cette puissance aussi qui vient être montrée, on a cette façon de montrer aussi que ces élites et tout ça, et puis je pense que parfois justement il y a des choses qui décident, où ça a été pensé de cette manière. Moi en tout cas je donne mon opinion en termes de ce qui m'a laissé un peu sur ma faim. Et puis je dirais aussi que le fait qu'il y ait justement Okoye comme chef des gardes du roi, ça a commencé à attirer un peu plus d'attention sur un sujet dont je parle aussi sur ma chaîne, qui sont les Amazones africaines. Et j'ai pu commencer à voir des images qui sont partagées un peu sur le net sur les Amazones du Dahomey, qui sont un peu l'amalgame que les gens font. Et l'intérêt que ça suscite en ce moment justement de plus de personnes qui font leur recherche là-dessus, qui sont plus intéressées à savoir, à parler des Amazones. Donc voilà, moi c'était pas une revue du film, c'était plus donner des éléments dont je parle ici si vous avez déjà vu le film, vous pouvez repenser à ces éléments-là. Vous pouvez aussi me indiquer dans les commentaires quelles ont été vos impressions du film, et puis comment est-ce que vous avez perçu ces éléments, si vous les avez perçus lorsque vous avez vu le film, ou si vous êtes peut-être aussi un adepte de la bande dessinée ou de Marvel et de tout ça, de partager un peu plus bas vos commentaires sur les films, et peut-être aussi sur les revues que vous avez vues. Moi je suis pas mal de personnes différentes qui ont des opinions et des expériences différentes de moi, et qui ont revu ce film-là, donc ça a été vraiment assez intéressant d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Et je pense que la revue est majoritairement positive du film, de ce qu'il apporte, de l'image qu'il apporte de l'Afrique en général, et de l'engouement qu'il suscite par les gens un peu partout dans le monde. Mais je pense que c'était un film qui met un peu plus l'Afrique de l'avant,
dans une lumière un peu plus positive que dans le passé, surtout quand on voit les films qui viennent d'Hollywood. Et que ce film-là aurait pu justement aussi faire plus pour engager non pas juste les Africains, mais la diaspora aussi. Comme moi j'ai pris la perspective que Killmonger n'est pas un Afro-Américain, mais plutôt un Africain de deuxième, troisième génération. Donc après, pour ceux qui voient de la perspective où ils représentent les Afro-Américains, parce qu'il y a leur culture et tout ça, ça pourrait aussi avoir d'autres éléments à discuter. Et je pense que ce film nous apporte justement des éléments de discussion sur des sujets qui sont un peu plus existentiels par rapport à la diaspora et à l'Afrique en général, ainsi que justement sur les relations hommes-femmes-famille et la féminité aussi en général. Donc ce sont des éléments et des outils sur lesquels on peut discuter. Je vous laisserai mettre vos commentaires, vos suggestions ou ce que vous pensez partager sous la vidéo. Et je vous verrai dans la prochaine. Bye bye!